13h, 15h, Europe 1 Info. Très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 et des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. 14h33, Clélie Mathias, vous accueillez Aurélien Lecoq, député LFI du Nord. Bonjour Aurélien Lecoq. Bonjour. On va revenir évidemment sur cette canicule. Écoutez Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, qui souhaite censurer le gouvernement sur la gestion de la canicule. Elle était sur Sud Radio ce matin. Nous devrions déposer une motion de censure parce que c'est pas possible de gérer aussi mal une crise. On a vraiment un gouvernement qui est aux abonnés absents. D'ailleurs, même la ministre de l'écologie n'était nulle part. La seule réponse a été d'acheter quelques climatiseurs. On avait la prévision du pic de canicule. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été anticipé? Qu'est-ce qui a été fait pour protéger les personnes les plus vulnérables? Les climatologues préviennent de la catastrophe depuis maintenant des dizaines d'années. Et là, on est dans un pic caniculaire. Sébastien Lecornu est le Premier ministre qui nous envoie le plus vers une économie et une société de guerre. Il prépare les hôpitaux, etc. à une situation de guerre. Il y a 10 jours de canicule et on n'est pas en capacité de gérer, mais c'est vraiment de l'incompétence. Aurélien Lecoq, est-ce que vous estimez vous aussi qu'il faudrait censurer le gouvernement à propos de la gestion de cette canicule ? J'estime en tout cas que le gouvernement a aujourd'hui une très lourde responsabilité. Le gouvernement a la responsabilité et a sur la conscience peut-être des centaines de morts de la chaleur, de cette canicule et en fait du dérèglement climatique. Pour non seulement ne rien avoir fait, mais pire que cela, ne rien avoir anticipé, ne rien avoir planifié, mais avoir détérioré la situation. Le gouvernement a mis les Françaises et les Français en danger, en risque face à la canicule. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait censurer le gouvernement. C'était en février dernier, au moment du budget. Ce gouvernement, il a divisé par 3 le fonds vert. Il l'a diminué de 1,6 milliard ces 3 dernières années. Cet argent qui devait permettre la rénovation thermique des bâtiments. Ce gouvernement, il a supprimé 1 milliard dans MaPrimeRénov'. Eh bien aujourd'hui, nous avons le bilan de leur inaction. Pire que de leur inaction, de leur destruction de tout ce qui pouvait exister. Nous avons des gens qui vivent dans des bouilloires thermiques, qui sont 9 millions en France et qui finissent aujourd'hui par en mourir. Parce que oui, le dérèglement climatique est une réalité. Et oui, quand on n'a rien fait, rien organisé, pire qu'on a désorganisé les choses, eh bien on a mis en danger les gens jusqu'à ce que ça les conduise à la mort. Rendez-vous compte que des millions de Françaises et de Français, ces derniers jours, ont parfois dû aller dormir dehors parce qu'il faisait plus frais que chez eux, ont dû dévaliser tous les magasins qu'ils pouvaient pour acheter des couvertures de survie pour les mettre sur leurs fenêtres. Parce qu'on a une partie des logements, y compris des logements sociaux dans notre pays, qui sont construits neufs, sans store, ni sans volet. Donc oui, cette canicule, c'est une catastrophe climatique, mais c'est aussi une responsabilité politique immense de la Macronie qui n'a rien fait pour la planification écologique et qui laisse aujourd'hui les gens mourir de chaud. Alors, il y a eu différents plans, et notamment après 2022, mais ce que répond le gouvernement, c'est qu'il y a bien fallu faire des coupes budgétaires en raison du mur de la dette. Eh bien, ce que répond le gouvernement, c'est qu'il assume donc qu'il y ait aujourd'hui des morts de ces coupes budgétaires. Parce que voilà la réalité. Mais puisqu'il faut de l'argent, et qu'il faut de l'argent pour la planification écologique, est-ce que quelqu'un peut nous dire, dans le gouvernement, où sont passés les 60 milliards d'euros de la journée de solidarité ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une canicule en France. Il y a eu une canicule particulièrement meurtrière en 2003. On estimait à l'époque 15 000 morts. Et il y a eu des investissements dans les EHPAD. À la suite de la canicule de 2003, il a été décidé une journée de solidarité, où tout le monde devait travailler gratuitement pour financer justement la sécurisation des EHPAD, mais des ce qui a hôpitaux. été fait dans les EHPAD. Ah bon notamment. Alors comment se fait-il que dans nos EHPAD, 90% des EHPAD aujourd'hui ne soient pas climatisés ? Comment se fait-il que 25% des hôpitaux ne soient pas climatisés ? Comment se fait-il que 60% des hôpitaux nécessiteraient aujourd'hui des travaux parce qu'ils ne sont pas en bon état ? Voilà la réalité. Et tout cela, c'est le fruit de 10 ans de Macronie qui, je le dis au passage, puisque l'on parle de l'état des hôpitaux, ces 10 ans de Macronie, c'est des milliers, c'est 15 000 lits supprimés. Ce sont des milliers et des milliers de lits supprimés à l'hôpital. C'est ce bilan-là que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Alors, puisque vous parlez d'hôpital, écoutez Nicolas Revel, le directeur général de la PHP, qui anticipe une mortalité liée à la canicule supérieure à celle de 2025. Il était sur France 2 hier soir. Moi, je m'attends à ce que le nombre de morts soit important. Je ne pense pas qu'on sera à 15 000 morts comme en 2003 parce qu'on a progressé sur plein de choses. Mais vu ce qu'est le nombre de personnes qu'on a retrouvées décédées à leur domicile, vu les difficultés que vous décrivez auprès des sociétés qui s'occupent de la prise en charge de ces personnes décédées, je m'attends à ce que ce soit quand même vraiment plusieurs milliers de personnes décédées. Ça a été une canicule peut-être un peu plus courte que les précédentes, mais d'une intensité extrême. Je pense que ce sera probablement supérieur à celui
celui de 2025, même si c'était tout l'été 2025. Mais je ne pense pas, en tout cas j'espère que nous ne serons pas aux 15 000 de 2003. Alors 15 000 en 2003, c'était 5 700 en 2025. Pour l'instant, il y a eu un premier bilan partiel qui fait état d'un peu plus de 1000 morts. Vous aussi, vous dites qu'il y aura certainement plus de morts qu'en 2025, à la suite de ce qui s'est passé. Il risque d'y avoir un nombre de morts de la canicule très 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 élevé. On en a 1000 de manière certaine aujourd'hui, mais oui, cela risque d'augmenter, et cela risque d'augmenter y compris parce que des épisodes caniculaires risquent de nouveau d'arriver. Et moi, je veux le dire très clairement, les morts de la canicule sont des morts politiques. Ils sont morts de la conséquence de l'inaction de ce gouvernement, de l'inaction climatique d'une part, parce que je le répète, en 2025, le gouvernement a baissé les gaz à effet de serre dans notre pays 3 fois moins que ce à quoi il s'était engagé. La Macronie a été condamnée à plus de 2 reprises pour inaction climatique. Donc si le réchauffement climatique est là, c'est aussi parce que la Macronie n'a rien fait. Mais vous allez chercher à faire condamner l'État, vous allez l'État proposer a été condamné. Oui, mais il l'a été en 2021 et en 2023. À propos de celle-ci. Et de les canicule. associations continuent à porter des recours contre l'État et nous les soutenons. Mais donc c'est d'abord l'inaction climatique et le fait que ce gouvernement n'ait rien fait pour endiguer le réchauffement climatique. Et puis, c'est l'absence d'organisation. Oui, le gouvernement est responsable des morts à l'hôpital et ce sont des morts politiques quand, au dernier budget de la sécurité sociale, il a supprimé 3 milliards d'euros dans l'hôpital public. 3 milliards d'euros en moins. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des milliers de lits supprimés. Je vous donne le bon chiffre, c'est 35 000 lits qui ont été supprimés depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Et donc, nous avons un hôpital qui aujourd'hui tombe en lambeaux. La canicule, et pourtant, il y a eu un plan Ségur, justement, pour les soignants. Mais c'est absolument dérisoire, c'est absolument insuffisant. Et les soignants sont les premiers à le dire. Je disais tout à l'heure, 60% de nos hôpitaux sont en train de tomber en délabrement et devraient être rénovés. Pour rénover les hôpitaux, c'est 27 milliards d'euros qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table, ce que le gouvernement ne fait pas et continue à les prendre à la gorge. On se rend compte aujourd'hui que les chambres mortuaires, les funérariums, sont tous en train d'être pleins, de déborder. On n'est plus en capacité de traiter nos morts. On me racontait tout à l'heure que dans un département francilien, il y avait des chambres mortuaires dans lesquelles on mettait des ventilateurs pour essayer de refroidir les corps pour qu'ils ne se décomposent pas trop rapidement parce qu'il n'y avait plus de place dans les endroits climatisés. On est à ce niveau-là dans ce pays. Et cela, c'est le bilan très clair aujourd'hui de la Macronie. Donc oui, il va falloir tourner la page. Et puis surtout, il va falloir mettre en place un plan d'urgence. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez du côté de la France Insoumise? Parce que le Rassemblement National tient une réunion cet après-midi, je crois, en fin de journée pour présenter son plan climatisation. Et qu'est-ce que vous proposez à LFI? Eh bien, nous avons présenté ce matin, par la voix de Mathilde Panot et d'Éric Coquerel notamment, un premier plan d'urgence à mettre en place là, tout de suite, maintenant, face à la canicule et pour s'organiser face à la canicule. Pour cet été, par exemple. Pour cet été, nous demandons à ce que le Parlement puisse être réuni cet été pour examiner un projet de loi de finances rectificatif, un budget d'urgence pour la canicule. Ce budget, c'est 9,5 milliards. À l'intérieur de ces 9,5 milliards, la France Insoumise propose que 1,3 milliard soit mis sur la rénovation scolaire, puisque vous le savez, l'état de nos écoles est absolument catastrophique et que 86% des écoles dans ce pays ne sont pas adaptées et devraient être rénovées. C'est de mettre tout de suite 2 milliards d'euros supplémentaires sur le fonds vert pour qu'il puisse y avoir une rénovation thermique des bâtiments qui commence immédiatement. C'est de mettre 2,7 milliards sur la climatisation pour qu'il puisse y avoir de la climatisation dans les lieux où c'est absolument indispensable, les lieux où il y a des personnes fragiles. Et donc oui, il faut pouvoir climatiser nos écoles, nos EHPAD, nos hôpitaux, là où on meurt directement de la chaleur. Donc et vous puis êtes ce un peu plan plus d'urgence, favorable à la c'est climatisation aussi, que je reviendrai sur le détail, et c'est aussi 3,2 milliards pour mettre des volets, parce que je le disais tout à l'heure, il y a des logements qui n'ont pas de volets, où il fait 35 degrés à l'intérieur, où les enfants n'arrivent pas à dormir ou finissent aux urgences. Et enfin, mettre 500 millions sur les logements sociaux. Bref, 9,5 milliards cet été, et on propose de remettre la même chose à la fin de l'année dans le prochain budget. Alors, deux questions. Déjà, vous dites c'est un plan d'urgence, mais tous les travaux, que ce soit les volets, on va dire, ou même les écoles, ça ne se fera pas cet été. Il faut les lancer maintenant. D'accord, mais voilà, ça ne sera pas fait cet été. Vous dites un plan d'urgence, donc on se dit ça va être des mesures à sortir dans les 2 semaines s'il y a une nouvelle canicule. De la climatisation, il faut que ça commence immédiatement tout de suite. Les rénovations, parce que les rénovations des écoles, si vous ne les entamez pas cet été,
Que se passe-t-il en septembre? Il faut les Combien avoir de prévus. temps- Vous combien de temps avez déjà encore fait des travaux au mois Combien d'août, de vous temps encore va-t-on attendre? Il faut les avoir prévus, mais c'est bien ce qu'on reproche au gouvernement, de n'avoir rien planifié, rien prévu, rien anticipé, alors que tout le monde alerte sur le dérèglement climatique, et de continuer à avoir mis l'argent de l'État pour faire des cadeaux aux plus riches qui, soit dit en passant, sont les responsables aussi de cette crise climatique. 9,5 milliards d'euros, vous m'avez dit. On est d'accord. Tout à fait. Vous les trouvez où? Comment on les finance? Je vous disais par exemple tout à l'heure qu'il était censé y avoir 60 milliards d'euros de la journée de solidarité. Peut-être que ces 60 milliards d'euros de la journée de solidarité pourraient être enfin mis à contribution pour aider nos aînés. Et puis, donc concrètement, Non, mais ces je vais 9,5 vous milliards, répondre. ils sont où? Comment on fait justement? De l'argent, il y en a. Ah bon? Pourquoi? Oui, bien, beaucoup même. Pourquoi C'est n'avons-nous vrai? pas Vous êtes le taxé, seul par à le dire, exemple, là. je vais vous donner une proposition. On pourrait, par exemple, taxer les super profits de Total, qui, ces derniers mois, a fait plus de 12 millions de bénéfices par jour, plus de 5 milliards d'euros de bénéfices, qui ne paye aucun impôt sur les sociétés et qui est responsable en grande partie de la pollution de cette planète. Parce que je voudrais qu'on rappelle quelque chose. Il y a des responsables au dérèglement climatique. Quand on dit que ce sont des morts politiques, ceux de la canicule, ils sont morts politiques de l'action du gouvernement, mais ils sont aussi les morts de notre système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Parce que voyez-vous, ce sont les plus riches de notre pays qui sont les responsables du plus grand nombre d'émissions de gaz à effet de serre. Les 1% les plus riches des Français polluent plus que la moitié de la population. Bernard Arnault, à lui tout seul, il pollue 1270 fois plus qu'un Français moyen. Donc aujourd'hui, il y a le plan d'urgence que nous proposons tout de suite, Taxé donc par Total Energy et les riches, qui peut et Bernard tout à Arnault. fait être financé par celles et ceux qui, s'en mettent plein les poches, deux polluent. C'est pour cela, par exemple, que nous proposons le rétablissement d'un ISF climatique qui pourrait à lui seul rapporter jusqu'à 15 milliards d'euros. Et puis, il y a le long terme. Il faut enfin engager la bifurcation écologique et la planification écologique. Il faut enfin rentrer dans cette dynamique de long terme, de préparation, de planification, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'a fait la Macronie. Et pour cela, vous l'avez vu, Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition structurelle dont je vois que peu de gens veulent en discuter ou en débattre, mais qui est une proposition essentielle, y compris dans le moment où on parle. C'est celle de redessiner nos grandes régions avec des grandes régions sur la base de bassins versants. On en a parlé avec Jean-Christophe Fromentin qui était à votre place il y a quelques instants. Vous en parlez parce que c'est une solution qui est, c'est une proposition qui est novatrice, mais absolument indispensable. En gros, si on réorganise les territoires français, je simplifie, on réorganise le territoire français suivant les bassins fluviaux. Les régions via les fleuves, on est d'accord. C'est à peu près ça, dans les grandes lignes, s'il vous plaît, on ne rentre pas dans le détail. Les fleuves et les rivières, pour avoir des structures locales au niveau de ces grandes régions qui puissent s'occuper... Mais ça veut dire qu'on détricote quand même le schéma actuel pour les communes gardent leurs compétences, gardent leurs compétences générales, les départements gardent leurs compétences, mais nous donnons aux régions exclusivement la compétence écologique de la planification écologique pour qu'elles puissent planifier là où il le faut, de la manière dont il le faut, et on les organise. Pourquoi? Sur les bassins versants à partir des rivières, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence à gérer la question de l'eau. La rareté de l'eau est devenue un enjeu crucial. Dans cette canicule, vous avez tous les agriculteurs qui vont perdre leur récolte parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Pendant cette canicule, vous avez des villes, aujourd'hui, des villages, qui sont obligés de prendre des mesures de restriction sur l'eau potable du robinet, soit parce qu'elle est polluée, soit parce qu'ils n'arrivent pas à en fournir assez. Donc la gestion de la ressource en eau, c'est le défi d'aujourd'hui et de demain. Et Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à la présidentielle qui porte une proposition forte pour changer les choses. On a vu que les esprits avaient été un peu changés sur l'idée qu'on a de la climatisation. Est-ce que vous pensez que ça va faire la même chose sur les méga-bassines? J'y pense à cause de l'eau. J'ai pas bien compris la question. Est-ce que là, il semble qu'en France, on était plutôt réticents à la climatisation et que les choses ont un peu changé avec la canicule que nous venons de vivre? Est-ce qu'avec les méga-bassines, ça va faire la même chose? Alors, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont dit, là, à l'occasion de cette canicule, qui ont dit, mais s'il y avait eu une méga bassine, j'aurais pas eu de problème. Alors, deux choses. La première sur la climatisation. Nous disons dans l'urgence, il faut mettre de la climatisation dans les endroits sensibles. Mais nous ne disons pas, il faut mettre de la climatisation partout. Parce que je vous donne un exemple. Si vous climatisez l'intégralité d'une ville et l'intégralité de ses logements, on considère, si le Rassemblement national, globalement, c'est ce qu'ils disent. C'est qu'ils veulent mettre de la climatisation partout. La conséquence de mettre de la climatisation partout, c'est de réchauffer de 3,8 degrés une ville. Donc la climatisation, elle fait pire que mieux puisqu'elle contribue au réchauffement climatique. Et par ailleurs, les méga-bassines, elles font elles-mêmes pire que mieux.
Parce que ça veut dire que vous empêchez l'eau d'arriver dans les nappes phréatiques. Et donc, ça veut dire que vous asséchez ce qui, aujourd'hui, permet, y compris, d'avoir de l'eau potable, ce qui permet de nourrir la terre. Et donc, c'est une gabegie écologique absolument totale. C'est pour cela que nous devons tout repenser sous le modèle de la bifurcation et de la planification écologique. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir des régions dessinées autour des bassins versants, comme le propose Jean-Luc Mélenchon. Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise du Nord, est l'invité des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Et avant de parler de la présidentielle, je vous propose d'écouter les propos de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, qui la semaine dernière, lors d'un rassemblement de soutien à un militant convoqué par la justice à Paris pour apologie du terrorisme, a déclaré ceci. Le tout venant, qui est assez stupide pour croire ce qui est écrit dans la presse, peut croire qu'en effet, il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme, à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme. Car vous le savez comme moi, la question de la forme de la résistance que l'on oppose à une oppression et à une occupation, quelle que soit la vie qu'on puisse avoir entre nous et chacun pour soi, est une affaire qui se discute parce que le droit international sur ce point permet que cela soit discuté. C'est la raison pour laquelle les nôtres ont toujours refusé de suivre les caractérisations qui nous étaient suggérées lorsque nous étions interrogés. Alors, en conséquence, 3 victimes françaises de l'attaque du 7 octobre par le Hamas contre Israël ont décidé de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Après ces déclarations, je voulais avoir, Aurélien Lecoq, votre commentaire. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon dit ce que nous disons depuis le début, à savoir que les crimes du 7 octobre doivent être qualifiés de crimes de guerre pour pouvoir être reconnus comme tels par la Cour pénale internationale et donc pouvoir être condamnés. Comme les crimes de l'armée israélienne aujourd'hui doivent pouvoir être reconnus comme crimes de guerre pour être condamnés par la Cour pénale internationale. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et la France s'honorerait à travailler à faire comparaître Benyamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale plutôt que de lui permettre de survoler notre sol en avion. Mais quelle est l'actualité ? Mais ce n'est pas de l'apologie du terrorisme ? Mais il l'a dit lui-même au début. Comment peut-on imaginer que quiconque se réjouisse de la situation? Personne. La réalité, c'est que ces attaques sont insupportables. Ces attaques contre les insoumis, mais aussi contre un certain nombre de militants, de syndicalistes. On essaye de faire dans ce pays taire les voix de la paix. Mais nous le disons avec les insoumises et les insoumis. On ne nous empêchera pas de dire qu'il y a un génocide aujourd'hui en Palestine. On ne nous empêchera pas de dire, comme l'a dit qui n'est pas reconnu la par commission. Eh bien, une commission d'enquête de l'ONU a publié un rapport ce 23 juin. Dans ce rapport, elle dit que l'armée israélienne cible délibérément des enfants palestiniens et que cela est un motif raisonnable pour qualifier de génocide ce qui est en train de se passer. Ce rapport nous apprend que 20 000 enfants palestiniens ont été tués depuis l'offensive de l'armée israélienne, que 40 000 ont été blessés, que près de 60 000 se retrouvent aujourd'hui soit orphelins, soit avec l'un de leurs 2 parents morts. Depuis que le cessez-le-feu a été déclaré, il est violé chaque jour de sorte qu'il y a 265 enfants qui de nouveau ont été tués. Chaque jour, des enfants meurent en Palestine et on devrait ne rien pouvoir dire. Et dès que l'on dit quelque chose, on devrait nous renvoyer devant les tribunaux. Eh bien non. Nous, les insoumises et les insoumis, avec Jean-Luc Mélenchon, nous assumons depuis le début de nous référer au droit international, de demander à ce que le droit international puisse être appliqué, que les auteurs de crimes de guerre puissent être condamnés, incluant M. Benyamin Netanyahou, et nous n'accepterons pas que l'on essaye de nous faire taire par la justice. Et donc je profite de votre antenne pour assurer Rima Hassan, qui elle aussi est attaquée devant la justice le 7 juillet prochain, de toute ma solidarité et de tout mon soutien. On en vient à l'élection présidentielle. Écoutez, Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a estimé que l'obtention des 500 signatures, les fameuses, à la présidentielle, reste un enjeu pour LFI. Elle était sur France Info il y a quelques jours. Ça continue pour nous d'être un enjeu et on est en ce moment en train on a envoyé des lettres de Jean-Luc Mélenchon aux différents maires de France et on est en train d'opérer ça avec des référents départementaux qui s'y activent. Ça reste pour nous un système qui est problématique. Oui. Ça reste un combat. Oui, bien sûr. Vous en avez combien là à peu près ? Je ne vous donnerai pas de chiffres. Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais voilà, on avait proposé une investiture citoyenne, 150 000 parrainages. Ça nous paraît un système meilleur parce que c'est pas celui-là. Quand la plus grosse opposition de gauche a des difficultés, y compris à accéder à ça, on voit que ça pose un problème démocratique. Alors, des difficultés que vous aviez déjà eues en 2022, sauf que là, maintenant, et Clémence Guettet l'a rappelé, le groupe quand même insoumis à l'Assemblée nationale, entre-temps, s'est quand même étoffé. Mais
Pourquoi cette difficulté à obtenir ce sésame, ces 500 signatures? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le symbole, le synonyme de rejet? Vous avez raison de rappeler que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la personnalité de gauche la plus soutenue dans le sondage Odoxa qui est sorti hier ou aujourd'hui, et que nous sommes en pleine dynamique. Mais nous avons aujourd'hui dynamique difficile pour obtenir rien que le sésame, quoi. Ah, mais c'est bien pour cela que nous disons que nous sommes aujourd'hui dans un système politique sclérosé, où quelques personnes peuvent essayer d'empêcher des candidats de se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est pourquoi nous disons qu'on devrait pouvoir être candidat à l'élection présidentielle toute personne qui rassemble 150 000 soutiens citoyens, plutôt que d'être dépendant d'élus locaux. Mais cela étant dit, nous sommes aujourd'hui plus avancés que c'était le cas l'année dernière, il y a 5 ans, sur les parrainages. Nous avions 17 députés, nous en avons 70. Nous avions que 2 ou 3 maires, nous en avons aujourd'hui beaucoup plus. Donc cette quête des parrainages, elle est lancée du côté des insoumises et des insoumis. Nous nous battrons pour avoir les parrainages pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Une lettre a été envoyée à l'ensemble des maires, et je le dis à celles et ceux qui nous écoutent. D'une part, n'hésitez pas à solliciter vos maires pour qu'ils viennent apporter leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Et puis surtout, venez donner de la force à la campagne. Rejoignez sur mélenchon2027.fr et venez avec nous. Eh bien oui, vous l'attendez, c'est pour ça que il faut que celles et ceux qui nous écoutent aillent signer sur mélenchon2027.fr pour que ça change en 2027. Et puis surtout, si vous faites rien entre le 20 et le 24 août, eh bien venez aux Amphis d'été du côté de Valence, vous verrez une campagne dynamique, joyeuse, positif pour battre l'extrême droite et enfin pour changer la vie, en commençant par la planification écologique, puisque c'est d'actualité. Merci Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise du Nord. Tout de suite, vous retrouvez sur Europe 1. Et si on en parlait, Marie-Estelle Dupont, oui. Romain Desarmes, moi je vous dis à demain, 13h, pour 2 heures d'infos, de débats et d'entretien politique. Merci Clélie. Merci à vous, vous, Géraldine. C'était Clélie Mathias sur Europe 1, et ce soir, retrouvez Laurence Ferrari de 18h à 19h pour Punchline. C'est 1 heure d'information, d'analyse et de débat en direct sur CNews et Europe 1, 18h, 19h ce soir.